Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aux bonnes pratiques en matière de subrogation. Je suis Julie Pestini-Cromer, chargée de la relation entreprise à l'assurance maladie de Saint-Brieuc et je suis accompagnée de Sandra Claire Bardot qui est également chargée de la relation entreprise à la CPM 22. Je vais rappeler juste quelques consignes concernant le webinaire avant de démarrer. Donc, bien couper vos micros pour que ce soit plus fluide et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Vous allez pouvoir poser directement vos questions dans la rubrique questions-réponses QR qui est en bas de votre écran, là, sur Zoom. Donc, vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation, sachant qu'en fin de webinaire, il y aura un temps dédié pour les questions et on y répondra individuellement en direct. S'il y a des questions trop techniques, on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire. Et on vous communiquera également donc toutes nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Le support qui va être présenté aujourd'hui, il vous sera adressé par mail dès la semaine prochaine. Donc, nous allons démarrer ce webinaire pour une durée d'environ 45 minutes. Et pour ce faire, je vais laisser la main à Sandra. Merci Julie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en introduction, pour précision, ce webinaire va permettre également de se préparer au déploiement d'un outil qui va être généralisé courant 2025 sur toute la France. Donc cela va concerner toutes les entreprises. Actuellement, cela concerne surtout les CEPAM de Loire-Atlantique et de Vendée. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de transmettre des coordonnées bancaires uniques pour l'entreprise et de ne pas les modifier à chaque flux pour fiabiliser et réduire le délai de traitement des dossiers. Nous débuterons avec une définition de la subrogation, puis nous verrons comment la saisir en DSN ou net entreprise pour poursuivre sur l'impact de vos saisies sur le traitement des dossiers d'indemnité journalière et nous mettrons l'accent sur l'importance de n'avoir qu'un seul RIB pour un SIRET. Julie, peux-tu nous en dire plus sur la subrogation? Bien sûr, Sandra. Alors, avant de parler de subrogation, on va parler d'abord des indemnités journalières. Donc, lors d'un arrêt de travail, que ce soit pour la maladie, maternité, paternité, adoption ou encore pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'assurance maladie, elle va d'abord devoir étudier le dossier avant de verser les indemnités journalières aux salariés ou à l'employeur. Et c'est à vous de nous préciser sur l'attestation de salaire que vous nous transmettez. Et c'est dans ces cas-là qu'on parle de subrogation. Donc, il faut savoir que quelle que soit la durée de l'arrêt, quel qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, que vous soyez en plein traitement ou demi-traitement pour la fonction publique, quel que soit le risque de l'arrêt ou quel que soit le statut ou le contrat de travail de votre salarié, la subrogation, elle est possible. Il faut juste noter que ce n'est pas à l'assurance maladie de définir les dates de subrogation. C'est bien en fonction de votre convention collective ou accord de branche. Alors Sandra, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment nous indiquer le souhait de subrogation pour l'employeur? Donc, on va voir ensemble comment saisir une subrogation. Donc, comme l'a indiqué Julie, c'est au moment de la réalisation de l'attestation de salaire que vous nous indiquez la demande de subrogation. Vous avez deux possibilités pour nous transmettre vos attestations de salaire. Donc, la première solution, la plus rapide, la plus fiable, la plus sécurisée et donc la plus efficace, je parle évidemment du signalement DSN, accessible directement depuis votre logiciel de paie. Vous transmettez tous les mois vos DSN mensuels et grâce à ces informations, quand vous faites un signalement DSN, l'outil vient récupérer ces données pour les rematérialiser en attestation de salaire vers l'assurance maladie. La deuxième solution, c'est en passant par votre compte Net Entreprise avec le pavé attestation de salaire DSIJ où vous devez saisir manuellement toutes les informations sur les 8 étapes. En résumé, donc vous avez deux choix, mais si vous avez bien compris, le choix le plus adapté et le plus simple, c'est le signalement DSN, uniquement 4 données à compléter sur votre logiciel de paye. C'est pour cela que les données sont beaucoup plus fiables avec un signalement DSN. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux de rejet d'attestation en DSIJ sont d'environ 13%, contre 3% en signalement DSN.
Alors, merci Sandra pour ces précisions. Donc effectivement, en signalement DSN, comme vient de l'indiquer Sandra, il y a juste 4 informations à compléter. Le motif de l'arrêt, la date de début de l'arrêt ainsi que le dernier jour travaillé et si vous souhaitez ou non mettre en place la subrogation. Donc il y a une partie dédiée, il faudra indiquer à ce niveau-là les dates maximales de subrogation, donc à savoir la date de début et la date de fin qui sont prévues dans votre convention collective ou accord de branche. Alors, il y a une règle importante à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas vous limiter à la date de fin de l'arrêt de travail. Pour rappel, seul un signalement d'arrêt de travail est à réaliser lors de l'arrêt initial, ce qui fait qu'en cas de prolongation, il ne sera pas nécessaire de refaire un nouveau signalement, si vous avez bien indiqué lors du signalement initial les dates maximales de fin de subrogation. Si vos coordonnées bancaires, elles sont pré-remplies dans votre logiciel de paie, pensez à vérifier qu'il s'agit bien du bon numéro de compte bancaire sur lequel vous souhaitiez que les indemnités journalières soient versées par l'assurance maladie, et ainsi, on aura tous les éléments pour pouvoir payer l'arrêt jusqu'à la reprise de travail de votre salarié. Je fais juste une petite aparté pour rappeler qu'avec le signalement DSN, il n'est pas encore possible de les réaliser pour les temps partiels thérapeutiques. Là, il faudra obligatoirement passer par Net Entreprise. Et donc, à l'inverse du signalement DSN, sur Net Entreprise, il faut indiquer à chaque saisie d'une attestation de salaire l'IBAN, toujours en majuscule, qui correspond au SIRET concerné. Donc, vigilance si vous devez saisir plusieurs attestations dans la même journée. Quel que soit le flux que vous utilisez, donc que vous fassiez une saisie directement en ligne sur Net Entreprise, en mode EFI, ou que vous déposiez un flux structuré, ce qu'on appelle l'EDI, il faut toujours s'assurer que l'IBAN utilisé soit identique pour un même SIRET. Comme en DSN, donc vous indiquez les dates maximales de subrogation qui sont prévues par votre convention collective ou accord de branche. Donc, je rappelle que le passage en DSN vous dispense de cette saisie puisque votre RIB est paramétré dans votre logiciel de paie, ce qui est donc plus confortable pour vous. Donc maintenant que nous avons fait un rappel sur comment saisir un RIB et les dates de subrogation, nous allons voir quel est l'impact de la qualité des informations transmises sur la gestion des dossiers d'indemnité journalière. Donc un arrêt de travail peut être adressé à l'assurance maladie, soit directement par le professionnel de santé en télétransmission avec une injection automatique dans nos bases, soit par l'assuré par voie postale s'il s'agit d'un arrêt papier, avec une saisie manuelle à réception dans le service expert. Nous rappelons que votre salarié a 48 heures pour nous adresser les volets 1 et 2. Dans les deux cas, le ou la salariée doit vous transmettre le volet 3 de l'arrêt de travail dans un délai de 24 heures. Ce sont des obligations légales, donc n'hésitez pas à en faire part à vos salariés, faire un petit rappel de ces règles auprès des salariés de l'entreprise. Il faut savoir qu'un contrôle médical est possible soit à la demande du médecin conseil, soit à votre demande. Vos demandes de contrôle médical sont systématiquement prises en compte, mais un retour du service médical ne peut pas vous être fait par respect du secret médical. Donc, à réception de l'arrêt de travail, vous avez 5 jours pour établir l'attestation de salaire, soit par un signalement DSN, n'est-ce pas Julie? Tout à fait, Sandra. Soit via Net Entreprise, en indiquant les coordonnées bancaires du SIRET et les dates de subrogation. Le système d'information de l'assurance maladie opère une vérification de nos bases, de l'existence des données bancaires transmises en concordance avec le SIRET. En cas de divergence ou de coordonnées inconnues, une mise à jour manuelle de la base de données sera donc nécessaire. Si le RIB et le SIRET sont identiques aux informations connues de l'assurance maladie, le premier paiement est réalisé de manière automatisée et la suite de l'indemnisation, selon la durée de l'arrêt initial, se poursuit tous les 14 jours, toujours de manière automatique. En résumé, le système de l'assurance maladie lit de manière automatique toutes les informations mentionnées par l'entreprise, d'où l'importance de la saisie des dates de subrogation selon les accords de branche ou de convention collective. À noter, la mise à jour du RIB impacte l'indemnisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise rattachée à ce SIRET. Si toutefois vous avez changé de RIB au cours de l'année, il suffit de mettre à jour votre logiciel de paie
pour les signalements DSN et saisir manuellement le RIB sur Net Entreprise. Pour vous donner un exemple de ce que l'on peut rencontrer, donc il arrive parfois que l'on reçoive dans la même journée une ou plusieurs attestations de salaire, mais avec 2 RIB différents pour le même SIRET. Donc en premier, si c'est un signalement DSN, le RIB est repris directement par le logiciel vu qu'il est déjà saisi. Si c'est une attestation faite par Net Entreprise pour un temps partiel thérapeutique, le RIB est différent, ce qui va générer des erreurs dans la gestion de vos dossiers. Le signalement égale un paiement automatique, donc le RIB est déjà connu dans nos bases. Pour l'attestation de salaire en temps partiel thérapeutique avec le RIB différent, le dossier sera rejeté avec une reprise en gestion manuelle et une demande de changement de RIB avant de pouvoir payer. Sauf que si le RIB du signalement était réellement le bon, on devra à nouveau réaliser un changement de RIB à réception de votre prochain signalement DSN, ce qui engendre beaucoup de manipulations et de retard dans le traitement de vos paiements. Alors, merci Sandra. Donc, il vient de vous expliquer comment ça se passe pour un arrêt initial, mais en cas de prolongation, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme pour un arrêt initial, l'assurance maladie, elle va recevoir l'avis d'arrêt de travail, soit toujours de manière dématérialisée directement depuis les professionnels de santé, ou alors en version papier depuis votre salarié. Et en effet, donc le système, il va reprendre de manière automatique les indications que vous avez mentionnées sur l'attestation de salaire. Donc, si les informations sont conformes, vous n'avez en principe aucune démarche à réaliser, puisque on paiera avec ces informations initialement transmises. Donc, si effectivement vous avez bien mentionné les dates maximales de subrogation qui sont prévues par votre convention collective ou accord de branche, le paiement, il continuera de s'effectuer sans démarche de votre part automatiquement. Par contre, si vous avez limité ces dates de subrogation aux dates de l'arrêt initial, le système il va verser aux salariés les indemnités journalières dès le lendemain de la date de fin de subrogation indiquée sur l'attestation de salaire initiale. Donc, si vous constatez une erreur au niveau de la date de fin de subrogation, vous allez devoir nous adresser une attestation de salaire rectificative afin de permettre à l'assurance maladie de régulariser le dossier. Alors, le système de l'assurance maladie qui est en train de se moderniser, Sandra vous parlait en début de webinaire qu'il y a des nouveaux outils qui vont se généraliser sur l'ensemble du territoire. Donc, la régularisation, elle sera effectuée sans intervention humaine et l'assuré qui aura perçu les indemnités journalières à tort, il se verra notifier un indu, donc, ce qui n'est pas forcément confortable. Alors, pour matérialiser tout ça, est-ce qu'on peut prendre un petit exemple, Sandra? Oui, donc on va voir tout ce qui est mauvaise pratique constatée. Donc, comme l'a expliqué Julie, effectivement, on doit compléter une attestation de salaire avec les dates de subrogation maximum. Donc, je vais vous donner un exemple d'une mauvaise pratique constatée qui va générer un indu auprès de votre salarié et qui va engendrer bien évidemment des questions, du stress et un mécontentement. Donc ici, dans l'exemple que l'on vous montre, on a reçu donc un arrêt de travail du 1er janvier 2025 au 13 février 2025. Nous recevons une attestation de salaire, donc avec une demande de subrogation qui va jusqu'au 13 février 2025, donc un paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2025 au 13 février 2025 à l'employeur. Ensuite, nous recevons une prolongation d'arrêt du 14 février 2025 au 15 mars 2025. Mais nous ne recevons l'attestation rectificative ou annulaire en place que le 1er mars 2025, avec des nouvelles dates de subrogation du 1er janvier 2025 au 15 mars 2025. Ce qui veut dire que le paiement d'indemnité journalière qui a été fait aux salariés pour la période du 14 février au 28 février 2025 lui a été versé à tort. Le traitement de l'attestation de salaire rectificative générera automatiquement un indu à l'assuré. Donc ça, ce sont les mauvaises pratiques. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, les bonnes pratiques. Alors, la bonne pratique à adopter. Donc là, par exemple, vous recevez un arrêt de travail de votre salarié du 1er janvier 2025 au 13 février 2025. Qui dit bonne pratique, dit signalement DSN. N'est-ce pas, Julie? Effectivement. Vous réalisez un signalement DSN avec une demande de subrogation
avec les dates maximales de votre convention collective ou accord de branche. Et on va dire, par exemple, que pour l'exemple, la subrogation va du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, toujours par rapport à votre accord de branche ou convention collective. Vous recevez ou nous recevons également une prolongation du 14 février 2025 au 13 mars 2025, puis une seconde du 16 mars 2025 au 30 mars 2025. Le paiement se fera directement en traitement automatique tous les 14 jours, sans aucune action de la part de l'employeur. Et il n'y aura donc pas d'indu à l'assuré. D'où l'importance de la saisie des dates de subrogation maximales selon les accords de branche ou de la convention collective lors du premier envoi. J'insiste sur le fait que la date de début de subrogation doit toujours être la date de début de l'arrêt de travail initial, même en cas d'attestation rectificative. Alors maintenant que Sandra et moi, on vous a expliqué l'importance de saisir les bonnes informations sur les dates de subrogation, vous ne devrez plus avoir à faire d'attestation rectificative pour ce genre d'anomalie. Si ça devait être le cas, là encore, deux possibilités. Soit avec un flux DSN en annulé remplace, c'est-à-dire que si à l'origine, vous nous avez fait un signalement DSN, pour le modifier, il faudra faire un nouveau signalement, mais en annulé remplace. Ou alors soit depuis votre compte Net Entreprise, en cochant bien qu'il s'agit d'une attestation rectificative, et ça, vous pouvez le faire à l'étape 4 de votre saisie, et toujours en mentionnant à nouveau le même IBAN. Alors, il est important de rappeler que si nous recevons une nouvelle attestation de salaire et si dessus il n'apparaît pas la mention rectificative, on ne pourra pas la prendre en compte. Donc, j'insiste aussi sur le fait que le SIRET et le RIB, ils doivent être concordants et ce, quel que soit, le flux de transmission et que la date de début de subrogation, elle doit rester inchangée. Donc là encore, un petit exemple. Si on a une subrogation avec des dates d'arrêt du 1er février au 15 février, si on reçoit une attestation de salaire rectificative suite à la réception d'une prolongation, il faut bien reprendre la date de début de subrogation au 1er février et ne changer que la date de fin de subrogation. Et tout comme un SIRET est égal à un RIB, pour un arrêt, on parle d'une période de subrogation qui correspond toujours à votre convention collective ou accord de branche. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est sur votre attestation de salaire, vous avez bien indiqué les dates maximales de subrogation correspondant toujours à la convention collective ou accord de branche. Et si vous avez mis le body ban qui correspond au SIRET, alors votre attestation de salaire elle va être bien conforme et cela vous garantit un paiement automatisé, donc plus rapide, et ce jusqu'à la fin de l'arrêt de travail. Et pour encore plus de fluidité, on va penser DSN. Donc on rappelle qu'un SIRET égale un RIB. Donc comme présenté dans le processus, un seul RIB peut être rattaché à un seul SIRET pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. L'assurance maladie ne peut enregistrer plusieurs coordonnées bancaires sur un seul SIRET. Les modifications récurrentes des coordonnées rallongent non seulement le délai de versement à l'entreprise, mais peut aussi être source d'anomalies et perte de temps dans la gestion de la trésorerie. Pour les grands comptes, l'utilisation du mauvais SIRET en cas de multisite peut engendrer des indus. Donc, quelles coordonnées bancaires à transmettre selon les situations? Donc, on va vous donner plusieurs exemples. Donc, vous devez nous transmettre les mêmes coordonnées bancaires pour les entreprises organisées en multi-établissements. Donc, un établissement peut faire le choix de recevoir toutes les indemnités journalières. Donc là, vous pouvez utiliser la notion de SIRET centralisateur qui n'existe qu'en DSN, mais pas sur Net Entreprise. C'est le centralisateur des prestations d'indemnités journalières. Si vous avez du personnel assez varié au sein de votre entreprise, des cadres, des agents de maîtrise, des salariés, des ouvriers, on vous rappelle que vous devez utiliser un seul IBAN pour l'ensemble du personnel. Pour toutes les indemnités journalières, des risques de nature différente, que ce soit maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, ce sera également un seul RIB. Et pareillement, quel que soit le flux de transmission que vous soyez en DSN ou en Net Entreprise, toujours la même chose, un SIRET égale un RIB.
Et pour rappel, l'assurance maladie ne peut verser des prestations que sur un seul et unique compte bancaire rattaché à un SIRET. Alors, en conclusion de tout ça, si vous adoptez les bons réflexes, donc d'indiquer toujours le bon SIRET destinataire des prestations, de toujours garder en tête qu'un SIRET est égal à un RIB, et de bien indiquer les dates de subrogation maximale en fonction de votre convention collective ou accord de branche, eh bien, cela va vous permettre donc d'éviter d'allonger le délai de versement des indemnités journalières, d'éviter des réclamations et l'envoi de plusieurs attestations de salaire rectificatives, de ne réaliser qu'une seule attestation au début de l'arrêt, et ce, quel que soit le nombre de prolongations qu'on pourrait être amené à recevoir par la suite. Donc, de fiabiliser le paiement selon les éléments transmis, d'où une saisie responsable, et de pouvoir donc centraliser vos bordereaux de paiement sur un seul SIRET. Et toujours dans les bons réflexes, on n'oublie pas le signalement DSN qui facilite la transmission de ces informations puisqu'elles sont déjà enregistrées dans votre logiciel de paye. Donc, on arrive à la fin de la présentation et on vous propose un petit quiz pour tester vos connaissances et si vous avez bien intégré ce qu'on vient d'expliquer. Alors, on va vous proposer trois cas pratiques vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et les trois cas vont être les uns en dessous des autres. On va les présenter un à un avec Sandra. On vous laissera le temps évidemment de répondre aux questions. Et ensuite, on apportera les réponses en détaillant les explications. Alors, vous devez voir donc le questionnaire apparaître à l'écran. Alors, Sandra, je vais te laisser présenter le premier cas, si tu veux. Bien sûr. Donc, pour le premier cas, vous recevez un arrêt de travail initial pour votre salarié du 1er mars au 15 mars 2025. La convention collective prévoit un maximum de 3 ans de subrogation. Votre démarche, vous devez saisir une attestation de salaire avec demande de subrogation du 1er mars au 31 mars 2025, avec une demande de subrogation du 1er mars au 28 février 2028, ou avec une demande de subrogation du 1er mars au 15 mars 2025. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre à la première question, au premier cas. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde à y Ouais, répondre. pas mal de réponses. Donc, pour rappel, c'est un arrêt du 1er mars au 15 mars. Vous avez 3 ans de subrogation qui sont prévus dans la convention collective. Ça répond toujours. Bon, ça répond plutôt bien. Donc, c'est bien. On va laisser encore un petit peu de temps. Donc, je pense que pratiquement tout le monde là a pu répondre au petit sondage. Donc, on va passer à ce moment-là au cas numéro 2. Donc, Julie, je te laisse présenter le cas numéro 2. Donc là encore, vous avez reçu en tout cas un arrêt initial de votre salarié du 1er mars au 15 mars 2025, pour lequel vous avez transmis une attestation de salaire avec une subrogation du 1er mars au 15 mars, en correspondant aux dates de l'arrêt. Votre convention collective prévoit là encore un maximum de 3 ans de subrogation dans ce cas. Ensuite, vous recevez une prolongation du 16 mars au 31 mars 2025. Vous allez devoir nous refaire une attestation de salaire. Alors, cette attestation de salaire, ce sera soit une attestation rectificative avec subrogation du 16 mars au 31 mars 2025, soit une attestation de salaire avec subrogation du 1er mars au 28 février 2028, soit une attestation de salaire rectificative avec subrogation du 1er mars au 31 mars 2025, ou alors une attestation de salaire rectificative avec subrogation du 1er mars au 28 février 2028. Donc là encore, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc vous avez un petit ascenseur sur le côté du sondage pour accéder au cas numéro 2 et pouvoir y répondre. Donc, pour rappel, vous recevez un arrêt de travail initial pour votre salarié du 1er mars au 15 mars 2025, pour lequel vous avez transmis une attestation de salaire avec une subrogation du 1er mars au 15 mars 2025. Une prolongation est arrivée du 16 mars au 31 mars 2025. Et on vous rappelle que votre convention collective prévoit un maximum de 3 ans de subrogation. Alors, c'est en train de répondre. C'est un peu plus hésitant pour pour le premier cas. Mais bon, globalement, c'est quand même la bonne réponse. Donc, c'est bien.
Ça répond encore un peu. Je pense que l'ensemble des participants ont pu répondre. Je vais te laisser prendre la main, Sandra, pour le cas numéro 3. Allez, pour le cas numéro 3, quelles sont les bonnes pratiques si vous subrogez? Donc, j'indique les dates maximales de subrogation, date de début et de fin, prévues par ma convention collective ou accord de branche. J'utilise un seul et même RIB par SIRET. Si je me trompe sur l'attestation de salaire initial, je réalise une attestation rectificative et je limite les dates de subrogation aux dates de l'arrêt initial. Donc là, cette fois, plusieurs réponses sont possibles. On vous laisse un petit temps également pour pouvoir y répondre. Ah, bah il y a eu déjà pas mal de réponses. C'est très bien. Vous êtes rapide, c'est bien. On va laisser encore un petit peu de temps pour Répondre. les Donc, quelles personnes sont les qui bonnes vont pratiques? On en a pas mal parlé tout au long de la présentation. Il y a eu de la redite même. Donc là, il y a plusieurs réponses possibles. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, ça a bien répondu. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a un petit ascenseur sur le côté du sondage pour faire défiler les questions, les 3 cas. Donc, je pense qu'on est pas mal. On va maintenant, du coup, pouvoir passer aux réponses. Alors, pour le cas numéro 1, où pour rappel, on avait un arrêt initial de votre salarié du 1er mars au 15 mars. Votre convention collective prévoit 3 ans de subrogation. Donc, l'attestation de salaire à réaliser est avec une demande de subrogation du 1er mars au 28 février 2028, puisqu'on a bien là 3 ans de subrogation correspondant à votre convention collective. Et à ce moment-là, donc vous n'aurez plus aucune démarche à faire si des prolongations devaient arriver après le 15 mars. Et donc, pour information, vous êtes 97% à avoir répondu bon à ce premier cas. Félicitations. Je vais te laisser prendre la main pour le cas numéro 2, Sandra. Donc, pour la réponse du deuxième cas, donc vous recevez un arrêt de travail initial pour votre salarié du 1er mars au 15 mars 2025, pour lequel vous nous avez transmis une attestation de salaire avec subrogation du 1er mars au 15 mars 2025. Vous avez reçu une prolongation du 16 mars au 31 mars 2025 et la convention collective prévoit un maximum de 3 ans de subrogation. Donc là, la bonne réponse, c'était une attestation de salaire rectificative avec subrogation du 1er mars au 28 février 2028. D'où l'importance, encore une fois, d'indiquer les dates maximales de subrogation selon vos accords de branche ou de votre convention collective lors du premier envoi de l'attestation de salaire. Et si l'attestation n'est pas cochée rectificative, elle n'est pas prise en considération. Donc ça, c'est une chose importante qu'il faut bien retenir. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Effectivement, là, on est à 79% de bons répondants, mais il y avait un petit piège. Donc, comme l'a souligné Sandra, effectivement, bien indiquer qu'il s'agit d'une attestation rectificative, sinon on ne peut pas la prendre en compte. Et donc, Julie, je vais te laisser répondre au dernier cas. Donc, effectivement, le dernier cas, les bonnes pratiques si vous subrogez. Donc, on va les rappeler à nouveau. Donc, on indique toujours les dates maximales de subrogation, dates de début et de fin qui sont prévues dans votre convention collective ou accord de branche. On utilise un seul et même RIB par SIRET. Et si on se trompe sur l'attestation de salaire initiale, on réalise une attestation rectificative. Effectivement, là, je vous invite à ne pas forcément attendre de recevoir une prolongation si vous vous rendez compte pendant la période de l'arrêt initial que vous vous êtes trompé sur les dates de subrogation. N'hésitez pas immédiatement à faire une attestation rectificative, comme ça en cas de prolongation, vous serez tranquille et ça évite aussi de verser les indemnités journalières aux salariés à tort et de générer donc un indu. Donc encore une fois, donc vous avez plutôt bien répondu. On est à 98% pour la première réponse, 96% pour la deuxième et 95% pour la troisième réponse qui était Et correcte. personne n'avait coché pour la dernière qui C'est très était un piège. Donc félicitations, c'est que vous avez bien saisi l'importance des informations qu'on essaie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, on est arrivé au bout de la présentation. Visiblement, vu les réponses, elle a été plutôt claire et instructive pour vous.
Si vous avez là des questions, c'est le moment de les poser dans l'onglet questions-réponses, donc QR qui est en bas de votre écran Zoom, excusez-moi. On va essayer avec Sandra de répondre à un maximum de questions en direct pendant le temps qui nous reste. Alors, On va aller voir les questions qu'on a eues. Donc, est-ce que vous avez on a une première question, est-ce que vous avez une date pour l'acceptation des DSN, ah oui, des signalements DSN pour le temps partiel thérapeutique? Eh ben, malheureusement, non. J'aurais bien aimé vous la communiquer aujourd'hui si ça avait été le cas. On n'a pas encore d'informations à ce sujet. Après, quand ça viendra, qu'on aura une information, on vous transmettra, il y aura des campagnes d'information, certainement même peut-être des webinaires qui seront organisés pour que vous ayez l'information en temps et en heure. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas encore. Alors, on a une question. La DSN suffit. Aujourd'hui, nous saisissons une attestation de salaire ainsi que la DSN. Alors, oui, la DSN suffit. Si vous nous adressez également l'attestation de salaire, via Net Entreprise, cela fait un doublon. Donc, il n'est pas nécessaire de renvoyer une attestation de salaire si vous avez pratiqué l'envoi via la DSN. Alors, au-delà que c'est pas nécessaire, je dirais même de pas le faire, parce que là, ça génère doublon, comme le disait Sandra, donc double travail chez nous. Et le risque, en plus, c'est qu'il y ait une divergence sur les informations sur les deux attestations de salaire, puisque le signalement DSN va reprendre les informations de la DSN mensuelle et sur l'attestation de salaire via Net Entreprise, vous saisissez manuellement. Et s'il y a divergence sur les informations, on va vous demander une attestation rectificative. Donc, on va même perdre du temps. Et vous, de refaire une attestation. Donc là, en fait, c'est soit vous faites le signalement DSN, mais je dirais que c'est la priorité, et sinon, l'attestation de salaire via Net Entreprise. Mais effectivement, en aucun cas, il ne faut faire les deux. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la date du dernier jour de travail? Enfin, le dernier jour de travail, oui, effectivement. Donc, quand vous recevez un certificat médical au titre d'un arrêt maladie, maternité, paternité ou adoption, donc c'est toujours la veille de l'arrêt de travail qui est pris en considération. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Si votre salarié a un arrêt à compter d'aujourd'hui, la date du dernier jour de travail sera donc le 10. Par contre, en accident de travail, votre salarié se blesse aujourd'hui, donc le 11. La date du dernier jour de travail sera également le 11, car en accident de travail, le jour commencé est le dernier jour de travail en ce qui concerne cet arrêt-là. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. En tout cas, en accident de travail, c'est le jour du certificat médical, donc le 11 aujourd'hui. Donc, le dernier jour de travail sera aujourd'hui et en maladie, c'est toujours la veille. Alors, il y a une question qui est alors un petit peu éloignée du sujet du jour, mais qui est intéressante. Il y a un employeur qui nous demande si nous avons des doutes avec la véracité d'un arrêt de travail, comment devons-nous pratiquer? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par véracité de l'arrêt. Est-ce qu'il y a il y a deux possibilités. Soit effectivement, l'arrêt pour vous n'est pas forcément, enfin, vous avez des doutes sur le fait qu'il soit justifié. Donc là, il y a deux possibilités. Vous pouvez faire une demande de contrôle de l'arrêt, contrôle médical, donc, soit directement auprès de l'assurance maladie. Donc il y a vous vous adressez un courrier auprès du service médical de l'assurance maladie. Il est aussi possible d'adresser un mail. À ce moment-là, il faudrait vous rapprocher de nous pour qu'on vous communique cette adresse mail. Vous pouvez aussi faire appel à un médecin agréé en fait sur des entreprises privées à ce moment-là. Alors maintenant, si vous entendez la véracité de l'arrêt, si c'est pas un arrêt qui est falsifié, enfin un faux arrêt, là encore, allez vérifier pour le nom du médecin, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de nous et nous, on a les moyens d'aller vérifier ça. Alors, on a encore un peu de temps pour une prochaine question. Où peut-on retrouver le détail du paiement? Alors, effectivement, quand les paiements vous sont faits, donc les paiements en subrogation, vous pouvez retrouver tous les éléments de paiement dans l'outil BPIJ pour trouver depuis Net Entreprise. PAV, donc BPIJ, bulletin de paiement des indemnités journalières, ça veut dire, et toutes les informations sont centralisées là-dessus. Prochaine question. Alors, donc moi j'en ai. Alors, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, c'est bien. Combien de temps avons-nous pour faire une attestation rectificative?
Eh bien, je dirais le plus rapidement possible à partir du moment où vous constatez que, il y a une erreur ou alors que vous avez, par exemple, pour une subrogation, juste limité la subrogation à la date de l'arrêt initial. Donc, c'est de nous adresser directement une attestation rectificative au plus vite, toujours avec la date de début de l'arrêt pour la date de début de la subrogation. Et toujours pareil, on va le répéter avec la convention collective ou les accords de branche, voir jusqu'où vous pouvez aller au plus loin, c'est-à-dire donc toujours mettre les dates maximales. Alors après, dans les faits, on peut remonter sur des prestations jusque 2 ans, Mm. si c'était le sous-entendu de la question. Maintenant, évidemment, on ne va pas vous conseiller d'attendre ce laps de temps, puisque si c'est une erreur de date de subrogation, par exemple, ça veut dire qu'on est susceptible de verser à votre salarié, et plus vous attendez, plus l'indu peut être conséquent, et donc compliqué aussi pour votre salarié de les restituer. Donc, vigilance, effectivement, comme le disait Sandra, ou comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, dès que vous constatez l'anomalie, dès que possible, vous nous faites l'attestation. Alors, prochaine question, on en a pas mal, c'est bien. Euh, Celle-ci, voir, peut être bien. alors, est-ce qu'on peut réaliser un signalement DSN pour un congé de paternité? Donc, la réponse est oui. Et d'ailleurs, on peut réaliser, hormis le temps partiel thérapeutique, on peut réaliser un signalement DSN pour tous les arrêts. Maternité, paternité, adoption, maladie, accident de travail, maladie professionnelle. Et l'avantage d'ailleurs, je fais une aparté, mais l'avantage de faire le signalement DSN pour un congé paternité, c'est que vous, au niveau des dates de congé paternité, puisque ça peut être fractionné désormais, vous allez nous indiquer les dates dans le signalement directement et ça va se rematérialiser chez nous, donc l'attestation de salaire, mais aussi les dates de congé paternité. Donc il n'y a pas d'autre démarche à faire. Parce qu'à l'inverse, quand vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise pour congé paternité, vous devez en plus aller sur le compte entreprise et venir saisir saisir des indemnités, saisir un dossier d'indemnité journalière, vous allez en plus devoir nous saisir les dates une par une. Donc là, c'est vraiment un gain de temps de passer par le signalement DSN. C'est un gain de temps tout le temps, mais davantage, je dirais, pour ce motif-là. Alors, celle-ci, Alors, Alors, il y a une question. Alors, il y a beaucoup de questions concernant la DSN, ouais. je vois. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, est-ce qu'il est possible de faire la déclaration via la DSN, même si on traite la maladie le mois suivant? Donc, exemple, il y a un arrêt maladie donc en février sur le salaire de mars. Alors, je pense que si vous avez un logiciel de paie, vous êtes en décalé. Je pense que la question, elle est là. Alors, de toute façon, vous êtes obligé de faire normalement vos DSN mensuels, ça, vous n'avez pas le choix de les faire tous les mois. Donc, dès l'instant où la DSN mensuelle, elle est faite correctement, effectivement, ça pose pas de problème d'aller faire un signalement DSN pour l'arrêt maladie, même si vous êtes en décalage. Ce qui peut se passer des fois, c'est si vous faites votre signalement DSN juste avant la DSN mensuelle, elle va être mise en attente. Et dès que la DSN mensuelle est faite, elle va se rematérialiser automatiquement à cette date-là vers l'assurance maladie. Et de toute façon, je vous invite à consulter toujours le tableau de bord que vous avez accès, alors soit depuis votre logiciel de paie ou soit depuis l'espace Net Entreprise, où vous avez accès donc au compte rendu, au bilan de traitement et au compte rendu qui vous sont adressés suite à la réception des signalements DSN et des attestations en règle générale. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Alors moi, j'aurais une question aussi qui est intéressante. Je pense que c'est par rapport au dernier jour de travail qui a été notifié tout à l'heure. La veille, sauf le dimanche. Eh bien, oui, même si la veille, c'est le dimanche, il faut indiquer le dimanche. Bah, que ce Pour soit le dimanche, jour férié, que le salarié ne travaille pas sur ces heures-là habituellement, effectivement, ça reste toujours la veille la veille de l'arrêt. Alors, les autres questions. Alors, si on fait un signalement DSN, est-ce que le logiciel nous sort une attestation de salaire? Alors, effectivement, c'est la divergence qu'il y a avec Net Entreprise. Quand vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise, effectivement, quand vous arrivez au bout de la démarche, vous avez accès aux documents en PDF. C'est pas le cas en signalement DSN. Vous n'avez pas de visibilité là-dessus, puisque c'est l'outil en fait, il va chercher les éléments de la DSN mensuelle avant de les rematérialiser. Donc c'est pas instantané en fait. Maintenant, si vous, alors je sais pas la question si c'est une personne qui pratique ou pas déjà le signalement DSN. Si c'est pas le cas et que ça vous intéresse de passer au signalement DSN, nous on peut aussi vous proposer de vous accompagner sur les premiers signalements pour vous sécuriser et vous rassurer pour la suite. Nos coordonnées seront laissées à la fin de ce webinaire, donc pas hésiter à les prendre et revenir vers nous. Et on va aussi vous proposer de toute façon un accompagnement.
Alors, on a d'autres questions. Donc, celle-ci, on y a déjà répondu. Donc, quand on fait la déclaration via le logiciel de paie, donc en signalement DSN, à quelle étape doit-on mettre les dates maximales? Alors, d'un logiciel à un autre, ça se présente différemment. Donc, je ne vais pas avoir forcément, c'est peut-être des étapes un peu différentes d'un logiciel à un autre, mais cette étape-là, enfin, cette question-là, vous devez forcément y répondre à un moment par oui ou par non. Et dès l'instant où vous mettez oui, vous devez pouvoir saisir des dates. À moins qu'elles soient déjà prédéfinies par rapport à votre paramétrage, hein, et donc aux conventions collectives et accords de branche. À revoir si c'est pas le cas, vous ne voyez pas ces dates-là, c'est pas normal, et là, il faudrait vous rapprocher de votre éditeur. Il doit y avoir un problème de paramétrage à ce moment-là. Alors, je sais pas comment on est dans le temps. Alors, au niveau des questions, donc on refait le tour, on a répondu à pas mal de questions. Alors, malheureusement, de Ouais. toute façon, effectivement, on arrive au bout du temps imparti pour ce webinaire. Donc, on va arrêter là pour les questions. Je vais rappeler, hein, comme je l'avais dit en début de webinaire, que certaines questions qui pouvaient être un peu trop techniques, ou là, les questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre en direct, on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire. Donc, vous aurez votre réponse, ne vous inquiétez pas là-dessus, hein. Je vais laisser la parole à Sandra pour poursuivre. Donc, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de vous accompagner donc à la suite de ce webinaire et je vous laisse donc compléter le sondage qui s'affiche sur vos écrans. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps qu'il vous appartient pour y répondre. Donc là, par rapport aux questions, parce que j'expliquais, signalement DSN ou même des interrogations, n'hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez être accompagné ou pas. Et en attendant, on va peut-être pouvoir laisser nos coordonnées. Alors, j'en profite donc pour rappeler les coordonnées. Donc, les informations, vous pouvez les trouver sur notre site amélie.fr, espace entreprise, sur Net Entreprise, espace formation, ou la base de connaissances, n'est-ce pas, Julie? Oui, alors la base de connaissances, une petite aparté, elle est en pleine rénovation, cette base de connaissances, et elle va arriver prochainement, assez rapidement même d'ailleurs. Il y a une refonte totale de l'ergonomie, une réécriture, une mise à jour des fiches, un nouvel affichage dans la restitution de vos recherches. Donc ça va être beaucoup plus intuitif. On a pu avoir nous des retours en fait de comment ça allait se présenter. Ça va vraiment être beaucoup plus fluide, intuitif pour vous, pour vos recherches. Et il y a l'intégration de l'IA, l'intelligence artificielle aussi, qui a été, qui a été intégrée dans cette rénovation. Donc ça va arriver dans les prochains jours. Donc pour ceux qui étaient peut-être un peu sceptiques à utiliser, puisque c'était pas forcément très clair, et ça pouvait paraître brouillon, eh ben n'hésitez pas dans les prochains jours là y retourner, puisque ce sera beaucoup mieux. Et je termine mon aparté et je laisse Sandra reprendre la main. Et donc, pour finir, donc, concernant les coordonnées, donc, par téléphone via la hotline Net Entreprise au 0806 800 700, par la plateforme de services dédiés aux employeurs, justement, pour tout ce qui est suivi de dossier au 36 79. Et pour toutes vos questions hors suivi de dossier, donc, on vous laisse prendre note de nos adresses mail. Avec les différentes régions, donc que ce soit le 22, 29, le 35 et le 56. Et je redonne la main à Julie. Donc, je précise, si vous êtes concerné par plusieurs départements, prenez toutes les adresses, les adresses qui vous concernent, évidemment. On vous laisse un petit peu de temps, s'il y a besoin de noter. Bon, après, le support, là, va vous être adressé, hein, comme on l'expliquait, dès la semaine prochaine. Vous aurez toutes ces informations-là. Et pour ceux qui ont demandé un accompagnement, on reviendra vers vous. Et pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre également. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste avant de clôturer, quand on va nous terminer le webinaire, alors quittez pas tout de suite puisque il y aura une enquête de satisfaction, un petit questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Donc si vous pouviez prendre quelques minutes, c'est vraiment rapide pour y répondre parce que nous ça nous donne de la matière en fait pour la suite. On a besoin de ça pour on a besoin d'avoir vos retours pour avancer. Donc si vous pouvez prendre juste 2 minutes, on vous en remercierait. Ça nous permet nous d'avancer, de nous améliorer pour la suite. En tous les cas, on vous remercie pour votre participation tout au long de ce webinaire. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'est le cas pour nous, en tout cas. Et on vous souhaite une belle fin de journée. à À bientôt. bientôt.